La police a retrouvé le corps d'Engeline Megawe Angeline Bali, une fillette de 8 ans disparue à Denpasar le 16 mai. Il s'agit de l'un des cas de maltraitance infantile les plus choquants et les plus médiatisés d'Indonésie et de la région. L'enfant a été retrouvé mort, recouvert de quelques effets personnels, quelques jours plus tard. La vérité a éclaté d'une manière inimaginable. Revenons sur l'histoire d'Engeline Megawe Angeline Bali. Les gens disent souvent que les enfants sont un cadeau, un miracle que la vie nous offre. Certains attendent pendant des années, s'accrochant à l'espoir avec patience et prière. D'autres, confrontés à des difficultés, choisissent de confier leur enfant à un autre foyer, convaincus que c'est là qu'il sera en sécurité et aimé. Mais que se passe-t-il lorsque ce rêve s'effondre au cœur même de ce que l'on appelle le foyer, lorsque la confiance se transforme en une douleur durable, et qu'un enfant à qui l'on avait promis un avenir meilleur est retrouvé sans vie dans la maison censée la protéger? C'est l'histoire qui a bouleversé toute l'Indonésie, une affaire déchirante qui a poussé des millions de personnes à serrer leurs enfants un peu plus fort après avoir entendu son nom. L'histoire d'Angeline Megawe. Tout a commencé discrètement dans l'après-midi du 16 mai 2015. Vers 17h, une publication Facebook est apparue quelques lignes seulement. À la recherche d'Angeline enfant disparue à Bali. Le message a été partagé par Christina, la sœur adoptive d'Angeline, qui vivait alors aux États-Unis. Une autre sœur, Yvonne, en Indonésie, parcourait les rues en imprimant des centaines de tracts dans un élan de désespoir. En quelques heures, la recherche d'Angeline s'est propagée plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Non seulement à travers Bali, mais dans toute l'Indonésie. Le public suivait chaque mise à jour, chaque information, s'accrochant à l'espoir fragile que la fillette rentrerait saine et sauve. Mais parallèlement à cet élan de solidarité, des questions inquiétantes ont commencé à émerger. Des voisins ont déclaré avoir entendu des bruits inhabituels provenant de la maison, avoir remarqué qu'Angeline était souvent seule et avoir vu la peur sur son visage. Certains ont signalé la présence de marques et d'égratignures. D'autres ont affirmé avoir entendu des cris fréquents. La mère adoptive d'Angeline, Margriette Christina Megawe, âgée de 60 ans, a déclaré aux médias qu'elle aimait Angeline comme sa propre enfant. Mais lorsque la police a commencé son enquête, l'attention s'est rapidement portée sur elle. Son attitude publique froide, distante et détachée ne correspondait pas à celle d'une mère désespérément à la recherche de son enfant disparu. Près d'un mois plus tard, le 10 juin 2015, les recherches ont pris fin dans la stupeur et le deuil. La police a découvert des éléments suspects dans le jardin arrière de la maison située sur Jalan Sedap Malam, à Denpasar, un endroit où Angeline jouait souvent. Ce lieu, autrefois rempli des rires d'un enfant, est devenu le centre de l'attention de toute une nation. La nouvelle s'est rapidement propagée. L'Indonésie est entrée en deuil et, en l'espace de quelques jours, 2 personnes ont été placées en garde à vue pour interrogatoire Agus Tay Ambame, l'employé de maison de la famille, et Margriette Christina Megawe, la femme qui avait adopté Angeline. Alors, qui était Angeline? Que s'est-il réellement passé derrière des portes closes à l'intérieur d'un lieu qui aurait dû être le foyer le plus sûr pour un enfant? Et comment une fillette autrefois perçue comme une bénédiction est-elle devenue le centre d'une affaire déchirante qui a contraint tout un pays à baisser la tête dans la douleur? Elle s'appelait Angeline Megawe, affectueusement surnommée Engeline par beaucoup. Elle est née le 19 mai 2007, dans une petite clinique de Canggu, à Bali. Une vie minuscule entrant dans un monde vaste et instable qu'elle ne pouvait encore comprendre. Sa mère biologique, Hamida, n'avait que 15 ans à l'époque. Elle avait quitté sa ville natale de Banyuwangi à la recherche de travail. Durant une période marquée par les difficultés, la rareté des emplois et le manque d'opportunités, luttant simplement pour survivre. À Bali, Hamida a rencontré Ahmad Roshidi, un ouvrier du bâtiment travailleur et déterminé. Ils se sont mariés et ont tenté de construire ensemble une vie modeste, dans l'espoir d'un nouveau départ.
Mais la vie ne s'est pas déroulée comme ils l'avaient imaginé. Alors que leur troisième enfant, Angeline, s'apprêtait à naître, les difficultés financières, le stress et les conflits familiaux ont provoqué l'effondrement du mariage. Les 3 enfants ont été séparés. Enna, l'aînée, est allée vivre auprès de la famille de son père. Aïcha, la cadette, est restée avec sa grand-mère. Et Angeline, la plus jeune, la plus fragile, a été laissée dans l'incertitude. Pour comprendre ce qui s'est produit ensuite, il faut revenir aux derniers mois de la grossesse d'Hamida. La jeune mère luttait jour après jour pour rester en bonne santé, sans moyens suffisants pour se nourrir correctement. Et encore moins pour assumer les frais d'un accouchement dans un hôpital. Épuisée et submergée, Hamida s'est effondrée en larmes à l'intérieur de la petite clinique. C'est alors que quelqu'un l'a mise en contact avec une femme étrangère nommée Margriette Christina Megawe. Margriette paraissait bienveillante et compatissante, affirmant vouloir l'aider. Elle a proposé de prendre en charge l'ensemble des frais liés à l'accouchement et aux soins post-nataux. Mais en échange, elle a demandé à adopter le bébé qui allait naître. Accompagnée de son mari, Douglas Scarrow, Margriette a rendu visite à Hamida à plusieurs reprises. Elle lui a remis 800 000 roupies, soit environ 84 $ américains à l'époque, puis 1 million de roupies supplémentaires après la naissance. Présentée comme une aide médicale, pour une adolescente de 15 ans, enceinte, seule et sans aucune issue, cette proposition a semblé être un miracle. L'accord a donc été accepté. 3 jours après la naissance, avant même que Hamida n'ait eu le temps de donner un prénom à son enfant, le nouveau-né a été emmené au domicile de Margriette. Celle-ci a nommé le bébé Angeline, en hommage à sa propre mère, Angelina Sumila. À partir de cet instant, la vie d'Angeline est entrée dans un chapitre totalement différent. Douglas n'a jamais signé de documents juridiques officiels et l'adoption n'a jamais été formellement validée par un tribunal. Le seul document existant était un acte notarié daté du 24 mai 2007, stipulant que Margriette Christina Megawe deviendrait la tutrice légale de l'enfant. Ce document contenait des engagements qui semblaient empreints de sollicitude. Margriette y promettait d'aimer Angeline comme son propre enfant et de la désigner comme héritière de ses biens. Mais dissimulée parmi ces clauses figurait une disposition glaçante si quoi que ce soit arrivait à l'enfant. Son héritage serait transféré à une autre personne. Plus troublant encore, Hamida et Ahmad, les parents biologiques d'Angeline, se voyaient interdire tout contact avec leur fille jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Un accord qui semblait fondé sur la bienveillance. Et pourtant, personne n'aurait pu imaginer que ce simple morceau de papier ouvrirait la voie à l'une des affaires les plus déchirantes de l'histoire de l'Indonésie. Pendant un certain temps, Angeline semblait réellement heureuse. Toutes les personnes qui la rencontraient s'attachaient à elle ses grands yeux. Son sourire lumineux et sa douceur naturelle mettaient les autres à l'aise. Elle était la plus jeune membre du foyer Megawe, aux côtés de 2 sœurs adoptives beaucoup plus âgées, Yvonne, âgée de 47 ans à l'époque, et Christina, qui en avait 38. À la maison, Angeline apprenait l'anglais avec Margriette et assimilait la langue très rapidement. Elle était curieuse, intelligente, joueuse, et faisait souvent rire les autres par son innocence. La famille déménageait fréquemment de Bali à Pekanbaru, puis à Bekasi, avant de revenir à Bali, mais partout où elle allait. Angeline conservait cette énergie positive qui lui était propre. La personne dont elle se sentait la plus proche était Douglas Scarrow, même sans lien biologique. Il traitait Angeline comme sa propre fille, toujours doux, patient, et l'aimant sans condition. Pour Angeline, Douglas représentait l'endroit le plus sûr au monde. Mais le 17 septembre 2008, Douglas est décédé. À partir de ce moment-là, quelque chose a commencé à changer chez Margriette. La perte a été écrasante. Elle s'est repliée sur elle-même, est devenue émotionnellement instable et, au lieu de chercher du soutien, a progressivement dirigé son tourment intérieur vers Angeline. Dès lors, la fillette a été contrainte d'assumer en permanence des tâches ménagères, frotter les sols, laver le linge, cuisiner, s'occuper des animaux domestiques et surtout prendre soin des poules dans l'arrière-cour. La moindre erreur pouvait déclencher la colère de Margriette et Angeline était souvent réprimandée avec dureté.
Elle n'avait que 8 ans, petite et fragile, mais portait des responsabilités destinées à un adulte. Dans la cour, des dizaines de poules étaient enfermées dans des cages étroites et poussiéreuses, remplies de plumes. Il arrivait qu'Angeline oublie d'en nourrir quelques-unes. Et lorsque cela se produisait, Margriette s'emportait et la punissait sévèrement. Peu à peu, l'éclat dans les yeux d'Angeline a commencé à s'éteindre. Et à l'intérieur de cette maison autrefois emplie de rire, une atmosphère froide et pesante s'est lentement installée. À l'école, les changements chez Angeline n'ont pas échappé à ses enseignants. Elle ne souriait plus comme avant. La petite fille qui illuminait autrefois la salle de classe restait désormais silencieuse, le regard fatigué, allant parfois jusqu'à s'endormir sur son pupitre. Les enseignants ont constaté qu'Angeline perdait du poids et devenait de plus en plus pâle. Semaine après semaine. Un jour, des camarades ont remarqué une odeur désagréable et l'ont signalé à une enseignante. En vérifiant, celle-ci a découvert que les cheveux d'Angeline étaient sales, probablement à cause du poulailler à la maison. Angeline a été emmenée aux toilettes, où l'enseignante lui a lavé les cheveux elle-même, une situation qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Après cet épisode, l'école a commencé à poser des questions, avec douceur. Les enseignants ont interrogé Angeline sur ses matinées avant l'école, et ses réponses ont laissé tout le monde stupéfait. Chaque jour avant les cours, Angeline devait nettoyer la maison, s'occuper des animaux et préparer elle-même son déjeuner. Ses cours commençaient à midi, mais ses journées débutaient souvent dès le petit matin. Elle parcourait près de 2 miles à pied pour se rendre à l'école, traversant parfois des rizières afin d'arriver à l'heure. Elle arrivait fréquemment en sueur, visiblement épuisée et affamée, sans jamais demander à manger, peut-être par crainte. Interrogée à ce sujet, Margriette affirmait qu'Angeline n'aimait que boire du lait et refusait souvent de manger. Pourtant, lorsque l'école lui a proposé un repas chaud, Angeline a tout mangé et en a même redemandé. C'est à ce moment-là que les enseignants ont compris qu'ils devaient agir. Le directeur de l'école, Ketut Ruth, a même proposé d'adopter Angeline afin de lui offrir une vie meilleure. Margriette a refusé, déclarant qu'Angeline avait trop de responsabilités à la maison que personne d'autre ne pouvait assumer. À partir de cet instant, l'inquiétude des enseignants s'est transformée en un sentiment d'alarme profond et troublant. Margriette a nié toute forme de mauvais traitement. Elle a expliqué à l'école qu'il s'agissait simplement de discipline, affirmant que tout ce qu'elle faisait était motivé par l'amour. Mais les enseignants ne l'ont pas cru. Ils ont décidé de déposer un signalement auprès de la Commission nationale de protection de l'enfance. Peu de temps après, une délégation a été envoyée au domicile de la famille Megaway. Dès leur arrivée devant le portail, une odeur nauséabonde provenant du poulailler les a frappés. L'arrière-cour était presque entièrement envahie par des rangées de petites cages, dans lesquelles des dizaines de poules étaient entassées dans des conditions insalubres. Lorsque l'équipe a demandé à voir l'endroit où Angeline dormait, ce qu'elle a découvert s'est révélé profondément troublant. Ce n'était pas une chambre d'enfant. Il s'agissait d'un espace exigu et sombre, encombré de déchets et d'objets usagés, avec une seule fenêtre donnant directement sur le poulailler. L'air y était humide, l'odeur s'infiltrait par chaque fissure, et des plumes flottaient dans la pièce. Lorsque la délégation a exprimé ses inquiétudes et suggéré de placer Angeline sous une mesure de protection temporaire, Margriette a soudainement perdu le contrôle. Elle a réagi de manière agressive, s'est opposée violemment à la proposition et a proféré des menaces sévères à l'encontre des inspecteurs, déclarant qu'elle ne permettrait jamais à qui que ce soit de lui enlever Angeline. À mesure que les recherches pour retrouver Angeline s'éternisaient, les questions se faisaient de plus en plus pressantes. 2 hauts responsables gouvernementaux, le ministre de la Réforme de l'appareil d'État, Yudi Krishnandi, et la ministre de l'Autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance, Johanna Yembiz, se sont rendus personnellement au domicile de Margriette Megaway afin d'évaluer la situation. Loin de coopérer, Margriette a réagi avec froideur et leur a sèchement ordonné de ne jamais revenir. À ce moment-là, l'opinion publique continuait de s'accrocher à l'espoir qu'Angeline ait simplement fugué peut-être pour échapper à la pression qu'elle subissait à la maison.
D'autres redoutaient qu'elle ait été emmenée par quelqu'un alors qu'elle jouait avec sa sœur adoptive. Ces hypothèses étaient déjà inquiétantes, mais personne n'imaginait que la réalité serait bien plus troublante. Alors que l'inquiétude collective s'intensifiait, une ancienne voisine de Pekanbaru a pris la parole, affirmant n'avoir jamais observé autre chose que de l'affection entre Margriet et Angeline. Les décrivant comme une mère et sa fille normale, l'avocat de Margriet, Hotma Sitompul, a repris cet argument, déclarant que l'amour de sa cliente était si profond qu'elle avait donné à Angeline le prénom de sa propre mère. Cet amour a peut-être existé, mais s'il a existé, il s'agissait d'une forme d'amour déformée, qui causait du tort plutôt que d'apporter une protection. Pendant ce temps, Christina, la sœur adoptive d'Angeline vivant aux États-Unis, a diffusé un avis de disparition sur les réseaux sociaux. En l'espace de quelques heures, la photo d'Angeline a été partagée des milliers de fois à travers l'Indonésie. Les médias, les journalistes et les communautés en ligne se sont mobilisés pour participer aux recherches. Lorsque des reporters ont contacté Yvonne, l'autre sœur adoptive qui vivait dans la maison, celle-ci a déclaré que la dernière fois qu'elle avait vu Angeline, il était environ 15 heures, et que la fillette jouait seule dans le jardin. Yvonne a cherché partout jusqu'aux alentours de 18 heures. Ne parvenant toujours pas à retrouver Angeline, elle s'est rendue au commissariat pour signaler sa disparition. À partir de cet instant, une enquête officielle a été ouverte et elle a progressé rapidement. La police a retracé le parcours d'Angeline jusqu'à Banyuwangi, où elle était née. Les enquêteurs ont examiné des heures d'images de caméras de vidéosurveillance dans les zones voisines, image par image, mais aucun élément ne montrait que la fillette ait quitté la maison. Pas une seule image, pas la moindre piste. Dans le même temps, le comportement de Margriet a commencé à attirer l'attention. Elle paraissait tendue, évitait les regards, et ses yeux se déplaçaient nerveusement chaque fois que des policiers se trouvaient à proximité. À l'intérieur de la maison, une porte restait fermée. Elle semblait banale au premier abord, pourtant. Personne n'était autorisé à la toucher sans l'accord de Margriet. Lorsque les enquêteurs ont posé des questions à son sujet, elle a refusé de l'ouvrir. Sa voix s'est élevée, son visage s'est empourpré. Puis elle a lancé un non sec et catégorique. L'atmosphère dans la maison est devenue pesante et tous ont senti que quelque chose n'allait pas. La police a alors fait appel à des unités cynophiles pour fouiller les abords du domicile. Au début, rien ne s'est produit. Puis, en quelques secondes, les chiens se sont arrêtés et se sont dirigés droit vers un point précis. Ils ont tourné en cercle, aboyé à plusieurs reprises. Puis ont commencé à gratter légèrement le sol. Ce n'était pas à l'extérieur de la propriété, ni dans un coin éloigné du terrain, c'était là, dans l'arrière-cour de la maison Megawe. À cet instant précis, tout le monde l'a compris, plus rien n'allait être comme avant. Mercredi 10 juin 2015. Après près d'un mois de recherche désespérée, les enquêteurs ont décidé d'examiner une petite parcelle de terrain dans l'arrière-cour. L'endroit où les poules étaient nourries chaque matin à l'ombre d'un bananier. Personne n'imaginait que ce lieu renfermerait la réponse à des millions de prières. Sous des couches de terre et de débris abandonnés, mêlés à la poussière et aux plumes de poules, ils ont découvert quelque chose enveloppé dans un tissu usé. Et à mesure que la terre était dégagée avec précaution, un silence de stupeur s'est abattu sur les lieux. À l'intérieur se trouvait Angeline, la fillette de 8 ans, au corps frêle et au visage qui faisait autrefois sourire tout le voisinage. Elle serrait encore contre elle sa poupée préférée. Ce détail unique, la poupée, a laissé les personnes présentes sans voix. Certains enquêteurs se sont détournés pour essuyer leurs larmes. Des voisins sont restés figés. Les journalistes se sont tus. Personne ne pouvait croire que l'enfant qui, autrefois, saluait derrière ce portail reposait désormais là, immobile. Angeline a été transportée à l'hôpital Sangla pour des examens médico-légaux. Les spécialistes ont déterminé qu'elle était décédée environ 3 semaines avant sa découverte. Les constatations médicales ont révélé plusieurs éléments préoccupants, notamment des signes anormaux sur les bras et les jambes, des marques superficielles, et surtout un traumatisme crânien sévère ayant provoqué des lésions internes critiques. L'ensemble des conclusions indiquait qu'elle avait traversé une période d'une extrême dureté avant de quitter ce monde.
Le rapport médico-légal a profondément choqué la nation. Lorsque l'information a été rendue publique, l'Indonésie a semblé retenir son souffle. Le dernier espoir fragile s'est éteint. La petite fille pour laquelle tout un pays avait prié ne rentrerait jamais chez elle. À mesure que les détails émergeaient, une question résonnait dans tout le pays: qui était responsable? Et pourquoi une enfant comme Angeline avait-elle dû souffrir à ce point? Quelques jours après la découverte, la police a reçu de nouveaux éléments. Un ancien employé de maison, Agus Tay Amba, s'est présenté volontairement. Dans sa première déclaration, Agus a affirmé que, la veille même de la disparition d'Angeline, il l'avait vue avec un léger saignement de nez, survenu après que Margriet avait perdu son calme. Ce témoignage a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. La police a élargi l'enquête et convoqué 7 personnes liées à la maison située sur Jalan Nangka Margriet. Ses 2 filles, Yvonne et Christina, Agus Tay Amba, un couple de locataires, Ramadan Handono et Susiani, ainsi que Dewa Ketut Raka, un agent de sécurité engagé après la disparition de l'enfant. La plupart ont rapidement pu établir des alibis. 2 noms sont alors restés au cœur de l'affaire Margriet et Agus. Lors des interrogatoires, Agus est apparu nerveux et déstabilisé. Sa voix changeait, ses mains tremblaient. Après plusieurs heures d'audition, il a baissé la tête et a admis une implication dans le décès d'Angeline le 16 mai 2015, seulement 3 jours avant son 8e anniversaire. Il a déclaré avoir dissimulé Angeline dans l'arrière-cour aux alentours de 20h, précisément à l'endroit où elle a ensuite été retrouvée. Cependant, les enquêteurs ont rapidement relevé des incohérences. La chronologie ne correspondait pas. Sa description des faits entrait en contradiction avec les conclusions médico-légales. Plusieurs éléments ne concordaient même pas avec les preuves matérielles. Sous un interrogatoire approfondi, Agus a alors entièrement modifié sa version. Il a affirmé ne pas avoir agi seul et a insisté sur le fait qu'il n'était pas responsable des atteintes graves subies par l'enfant. Dans ce nouveau récit, il a mis en cause Margriet, la femme qui affirmait aimer Angeline comme sa propre fille, déclarant que les faits auraient commencé à la suite de l'une de ses colères et qu'il aurait été impliqué par la suite. Mais cette accusation a soulevé de nouveaux doutes. Aucun élément médico-légal ne venait l'étayer, aucune preuve biologique, aucune trace matérielle, aucune analyse de scène ne confirmait ces déclarations, ni résidus suspects, ni empreintes, ni preuves physiques directes. Ce qui s'est réellement passé le 16 mai 2015 n'a été établi que plusieurs semaines plus tard. Ce jour-là, à l'intérieur de la maison située sur Jalan Nangka, Margriet a perdu le contrôle. Elle a saisi Angeline par le bras et l'a tirée avec force, provoquant la chute de l'enfant au sol. Dans un moment de colère incontrôlée, une succession d'actes graves a suivi. Angeline n'avait que 8 ans petite, fragile et totalement incapable de se défendre. Un choc violent l'a projetée contre un meuble à proximité, après quoi elle a cessé de réagir. Elle présentait une blessure légère au visage. Sa respiration s'est affaiblie et des signes évidents d'un état mettant sa vie en danger sont apparus. Mais au lieu d'appeler des secours médicaux, Margriet est restée immobile et a observé la scène. Son expression était froide. Elle est demeurée silencieuse pendant plusieurs secondes, comme si elle pesait une décision. Puis, elle a appelé l'employé de maison, Agus, pour qu'il entre dans la pièce. En arrivant, il s'est figé face au désordre. Angeline était à peine consciente, le visage sale, le corps réagissant sous l'effet de la peur. Il a demandé « Pourquoi as-tu fait cela à Angeline ?» Margriet s'est alors avancée lentement vers lui, le regard dur, la voix basse et ferme. « Tais-toi et fais ce que je te dis. N'en parle à personne. » Elle lui a ensuite proposé de l'argent afin de garantir son silence. « Je te donnerai 200 millions de roupies le 24. Retourne à Sumba et ne reviens jamais. » Elle lui a ordonné d'apporter un morceau de tissu, une corde et la poupée préférée d'Angeline. Ce qui a suivi a marqué un tournant dévastateur. Au lieu de chercher de l'aide ou de prévenir qui que ce soit, Margriet a commencé à donner des instructions calmes et méthodiques, comme si elle organisait une tâche ordinaire. Sa voix était neutre, dépourvue d'émotion. Agus restait là, sous le choc, incapable de comprendre ce qui se déroulait,
tandis que l'enfant gisait sans bouger, petite, vulnérable et en train de s'éteindre sous leurs yeux. Ces paroles, selon le témoignage ultérieur d'Agus, l'ont plongé dans ce qu'il a décrit comme un effondrement psychologique. Il a déclaré qu'il ne parvenait pas à comprendre comment une femme pouvait prononcer de tels mots. Même si l'enfant n'était pas sa fille biologique, il a refusé. Margriet est restée calme, d'un calme glaçant. Elle a alors ordonné à Agus de prendre un tissu, la poupée préférée d'Angeline, puis de se rendre dans l'arrière-cour afin d'y creuser un petit trou d'environ 1,50 m de profondeur, juste à côté du poulailler, désorienté et terrifié. Agus s'est exécuté. Une fois le sol creusé, Margriet lui a demandé de dissimuler complètement l'endroit. Ils ont utilisé des objets du quotidien, quelques tiges de bambou, un vieux panier, et ont répandu de la nourriture pour volailles sur la terre remuée. Le tout disposé de manière délibérée. Puis, comme si rien ne s'était produit, l'attitude de Margriet a totalement changé. Elle est sortie, a frappé aux portes des voisins et leur a demandé s'ils avaient vu Angeline. La voix tremblante et le visage empreint d'inquiétude. Elle a pleinement endossé le rôle d'une mère désespérée à la recherche de son enfant, convainquant son entourage qu'il ne s'agissait que d'une disparition ordinaire. Mais la vérité bouleversante se trouvait là à seulement quelques pas, sous le jardin silencieux où une chaîne de mensonges venait tout juste de commencer. Le 14 juin 2015, après près d'un mois d'enquête intensive, la vérité a commencé à se préciser. La police a officiellement désigné Margriet comme principale suspecte et l'a placée en garde à vue pour interrogatoire. 2 semaines plus tard, le 28 juin, elle a été identifiée comme responsable du décès d'Angeline, sur la base de 3 éléments déterminant le témoignage détaillé d'Agus, les conclusions médicales de l'hôpital Sangla et les résultats de l'analyse de la scène. Bien qu'Agus n'ait pas été désigné comme l'auteur direct des faits ayant entraîné la mort de l'enfant, il a néanmoins été poursuivi pour avoir aidé à dissimuler les actes et à effacer des preuves, une décision qu'il décrira plus tard comme « un choix qui m'a hanté pour le reste de ma vie ». Le 6 juillet, la police a procédé à une reconstitution officielle des faits, attirant des centaines de spectateurs, dont de nombreuses mères. La reconstitution a suivi de près la chronologie de l'enquête, reproduisant chaque action et chaque moment sur la base des déclarations des 2 suspects. À mesure que les scènes se déroulaient, l'atmosphère est devenue de plus en plus pesante. De nombreuses personnes dans la foule ont fondu en larmes non seulement par chagrin pour une enfant, mais aussi face à la peur profonde et à l'isolement qu'Angeline avait peut-être enduré. Quelques jours seulement avant l'ouverture prévue du procès, le 2 juillet 2015, Margriet a déposé une requête préliminaire par l'intermédiaire de son avocat, Otma Sitompoul. Celui-ci a soutenu que les accusations étaient infondées, affirmant que sa cliente aimait Angeline comme son propre enfant et qu'elle n'aurait pas pu lui faire du mal. Le tribunal a rejeté cette requête. Aucun élément crédible ne venait étayer les affirmations de Margriet, et ses arguments juridiques se sont rapidement effondrés face au poids des conclusions de l'enquête. En conséquence, le procès a officiellement débuté le 22 octobre 2015. Les 2 filles adoptives de Margriet, Yvonne et Christina, étaient présentes dans la salle d'audience, où régnait une atmosphère lourde. L'attention des médias s'est particulièrement portée sur une déclaration antérieure d'Yvonne, selon laquelle, la dernière fois qu'elle avait vu Angeline, l'enfant jouait dans le jardin. Cette affirmation s'est révélée par la suite inexacte. Yvonne a déclaré n'avoir appris le décès de sa sœur que par la police et a affirmé avoir reçu, le jour de la disparition d'Angeline, des messages de menaces provenant d'une personne inconnue. Les enquêteurs ont écarté ces déclarations, confirmant qu'aucun signalement ni aucune preuve de tels messages n'avait jamais été fourni. Une question a alors commencé à résonner avec force dans l'opinion publique. Comment un enfant a-t-il pu être retrouvé dans l'arrière-cour de sa propre maison, sans que personne à l'intérieur de ce foyer ne se rende compte de ce qui s'était produit? Yvonne tentait-elle de dissimuler quelque chose? Cette question s'est rapidement répandue dans les titres de presse et sur les forums en ligne. Toutefois, après plusieurs semaines d'examen, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément établissant un lien direct entre elle et le décès d'Angeline. Peut-être a-t-elle paniqué, peut-être cherchait-elle à protéger quelqu'un au sein de la famille.
Ou peut-être dans le chaos de la situation. S'est-elle simplement exprimée de manière inexacte? Quelle qu'en soit la raison, Yvonne a progressivement disparu de l'actualité, même si l'ombre du soupçon entourant son rôle ne s'est jamais totalement dissipée. Tout au long de la procédure judiciaire, Marc Grillet a constamment proclamé son innocence. Elle a affirmé qu'elle ne ferait jamais de mal à cet enfant. Son équipe de défense a continué à rejeter la responsabilité sur Agus, soutenant qu'il était le véritable responsable et qu'il avait agi pour dissimuler ses propres actes. De son côté, l'avocat d'Agus, Othman Paris, a avancé une thèse différente et particulièrement controversée. Selon lui, Marc Grillet aurait pu agir pour des raisons financières, en vertu de l'accord d'adoption. Angeline figurait parmi les héritiers légaux des biens détenus par Marc Grillet et Douglas. Si l'enfant n'était plus en vie, sa part d'héritage devait automatiquement être redistribuée entre les autres bénéficiaires. Le 2 février 2016, les procureurs ont officiellement confirmé que le mobile de Marc Grillet pouvait être lié à un conflit financier. Au départ, l'adoption d'Angeline aurait pu être motivée par de bonnes intentions. Mais après le décès de son mari Douglas, une instabilité émotionnelle et des inquiétudes liées à l'héritage ont commencé à apparaître. Selon les dossiers judiciaires, Marc Grillet est devenue de plus en plus anxieuse à l'idée qu'Angeline puisse recevoir une part trop importante du patrimoine. Et cette crainte, combinée à un stress croissant, aurait conduit à une tragédie irréversible. Au cours de l'enquête, des soupçons de comportement inapproprié ont été évoqués. Mais les examens juridiques finaux n'ont trouvé aucun élément concluant pour étayer ces accusations. Bien qu'Agus ait reconnu une implication, ces déclarations se sont révélées incohérentes et dépourvues de fondements juridiques solides, si bien que cette qualification n'a pas été retenue. En conséquence, Agus a été condamné à 12 ans de prison et à une amende d'1 milliard de roupies pour avoir dissimulé des faits et manqué à son devoir de protection envers Angeline. 2 jours plus tard, Marc Grillet a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son équipe de défense a qualifié la décision de déni de justice. Mais pour des millions d'Indonésiens, elle incarnait l'application de la responsabilité pénale. Le 29 février 2016, le verdict est devenu définitif. Marc Grillet devait passer le reste de sa vie dans un établissement pénitentiaire. La peine d'Agus a ensuite été réduite à 10 ans. Tous deux ont interjeté appel, mais l'ensemble des recours a été rejeté. En février 2017, l'affaire a été juridiquement close. Des années plus tard, le 6 décembre 2024, les médias ont rapporté que Marc Grillet était décédé à la prison pour femmes de Kerobokan, de classe 2A, après une longue lutte contre une insuffisance rénale chronique, nécessitant des séances de dialyse 2 fois par semaine au cours de ces derniers mois. Avec sa disparition, l'affaire Angeline a officiellement pris fin. Mais le souvenir d'Angeline, une enfant qui faisait autrefois sourire tout un quartier, demeure un rappel durable de la compassion, de la responsabilité et du devoir de protéger les enfants. L'histoire d'Angeline n'est pas seulement celle d'un documentaire de true crime qui a bouleversé l'Indonésie, c'est un rappel puissant de l'indifférence et des failles du système de protection de l'enfance. Une enfant autrefois qualifiée de bénédiction, illuminée par un sourire innocent, s'est retrouvée seule et abandonnée au sein même du foyer qui aurait dû être l'endroit le plus sûr pour elle. Cette affaire a contraint des millions de personnes à s'interroger: comment une tragédie d'une telle ampleur a-t-elle pu se produire sans que personne n'intervienne à temps? Marc Grillet a payé ses actes par une condamnation à la réclusion à perpétuité. Mais le jugement le plus lourd revient à la société, une société dans laquelle beaucoup ont vu les signes, entendu les alertes et choisi le silence. La perte d'Angeline n'est pas seulement une tragédie, c'est un signal d'alarme. Chaque enfant mérite d'être aimé, écouté et protégé. Aujourd'hui, le nom d'Angeline demeure un symbole de justice pour les enfants et de la capacité à transformer la douleur en une force pour exiger le changement. La leçon est claire pour chacun d'entre nous: ne jamais choisir le silence lorsqu'un enfant a besoin d'aide. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public à la justice et à la protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif de choquer ni de sensationnaliser. Merci de liker, de vous abonner et d'activer les notifications afin de nous rejoindre dans nos prochains documentaires de True Crime.
où chaque histoire porte un message de justice pour les enfants, de protection de l'enfance, et l'espoir d'un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.